Le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse au sport. Vous allez me dire, tiens, le sport, mais oui, le travail c'est la santé, mais le sport permet bien d'être plus performant, d'être peut-être plus motivé. À quoi sert le sport en entreprise? Comment le pratiquer? Ça c'est une autre question importante. Et puis c'est aussi un sujet de prévention, parce qu'on nous dit que des salariés ou des citoyens qui font du sport limitent les maladies cardiovasculaires. Donc on verra évidemment les deux volets de ce débat, tant sur le volet corporate que sur le volet médical. Et l'entreprise Saint-Gobain, et notamment le réseau Point P, que tout le monde connaît pour ceux qui font un peu de bricolage, on connaît ce réseau, ont décidé de s'engager fortement sur cette question, et on en parle avec mes invités. Nicolas Godet, merci d'être avec nous, directeur général de Point P, cette marque connue qui a pignon sur rue, et directeur général adjoint de Saint-Gobain, puisqu'on l'aura compris, Saint-Gobain dirige l'ensemble du réseau Point P, et pas seulement. C'est 11 000 collaborateurs, je dis pas de bêtises. 11 500. Donc, depuis, vous avez recruté 500 collaborateurs depuis le moment où j'ai regardé cette fiche. Vous la connaissez, docteur Geneviève Thiocourt. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice médicale et santé au travail du groupe Saint-Gobain. Donc, vous êtes partie prenante, évidemment, de ce dont on va parler dans quelques instants. Et puis, avec nous, Charlotte Ferraille. Bonjour, Charlotte. Vous êtes déléguée générale de la Fondation du sport en France. Mais j'allais dire ce qui va sans dire. Ce qui va sans dire, ou presque. Ou presque. Pourquoi il y avait un doute? Il y avait eu à une période une fondation du sport sous égide de la Fondation de France. C'est exact. Et c'est la raison pour laquelle la fondation RUP du sport a pris le nom Fondation du sport français, pour la petite anecdote. La Fondation du sport. Nicolas Godet, juste... On aime bien, nous, ici, venir sur la naissance de quelque chose. Comment tout ça est né? Parce que vous allez nous parler de la pratique sportive en entreprise, parmi les collaborateurs de Point P. Et ce n'est pas uniquement de faire un petit footing le dimanche, tous ensemble, pour manger un petit gâteau à la fin et de créer du lien social. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Alors, c'est clair que le partenariat entre Point P et le sport date de toujours. Déjà en 1996, Point P était sponsor de la Coupe de la Ligue. Donc c'est une histoire ancienne, il y a beaucoup d'historique derrière. Je crois qu'à la base, il y a le partage des valeurs entre le sport et le bâtiment, entre le sport et Point P. Le bâtiment, comme le sport, c'est un métier d'effort, c'est un métier de travail, c'est un métier de collectif, et on partage beaucoup de ces valeurs entre les deux univers. Le sport, je ferai des navettes et des va-et-vient, parce qu'on voit bien l'idée comme ça du travail d'équipe, on est la main dans la main, c'est vrai sur un chantier, c'est vrai dans votre entreprise. Le sport, mais c'est un peu nouveau finalement de l'entendre, on le pratiquait le samedi et le dimanche, pas en entreprise. Oui, alors... Ça c'est nouveau? Oui, absolument. Enfin, nouveau, pas pour nous, mais ça vient d'être renforcé par la loi santé-travail qui demande à ce que les entreprises soient complètement partenaires des programmes de promotion de la santé en France. Et donc, c'est des programmes que l'entreprise va mettre en place pour les collaborateurs dans des domaines très différents. C'est pas uniquement, je veux dire, courir, ou ça peut être le vélo, ça peut être la natation, ça peut être la marche. Et l'intérêt de tout ça, c'est pas uniquement à titre personnel pour renforcer la performance personnelle du salarié, c'est aussi à titre collectif, parce que le sport a un intérêt tout à fait collectif. On verra que quand vous faites du sport, vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez vos forces, mais vous apprenez à connaître l'autre, vous apprenez à le respecter. Le sport, c'est exercer une activité physique dans le sens du jeu et de l'effort, avec des challenges, avec la notion de compétition saine. Et donc, développer ça en entreprise, le courage, le dépassement, mais c'est aussi la collaboration, c'est aussi apprendre effectivement à travailler en équipe. Donc, l'écho que le sport peut donner à un salarié, c'est lui apprendre aussi à travailler en équipe et à travailler au travail dans l'intérêt de l'équipe. Charlotte Ferraille, là on voit que Point P est très en avance, et on va revenir parce que j'ai vu que c'est quand même sérieux, c'est Conquête 2025. Bon là on a vraiment l'impression que vous êtes sur la ligne, vous êtes prêts, avec 18 défis. Et le défi numéro 10, nous voulons des équipes solidaires ayant plaisir à travailler ensemble. Donc on voit bien le lien entre le plaisir d'être ensemble et le plaisir de faire du sport ensemble. Mais comment vous regardez cette relation entre sport et travail? Il faudrait le développer encore plus, non? Au-delà même des frontières de Point P? Il faudrait le développer encore plus. L'État a mis du temps à se rendre compte de l'impact en termes de santé du sport chez les personnes, quelle que soit leur situation.
Et aujourd'hui, on souhaite développer le sport en entreprise. C'est super important à la fois d'un point de vue prévention des risques, que ce soit d'ailleurs cardiovasculaires ou des maladies chroniques de manière plus générale. Et puis, il y a effectivement cette notion pour les entreprises qui devient de plus en plus prégnante, à savoir les notions de cohésion d'équipe, etc., puisque le sport, c'est un superbe véhicule des valeurs de cohésion. On le sait dans la société, on le sait parce que le sport a des valeurs éducatives fortes, notamment dans les quartiers populaires. Bien sûr. C'est très, très important. Puis dans une entreprise, je me suis engueulé avec mon collègue juste avant parce que la palette n'est pas arrivée à l'heure. Et puis après, je vais aller faire du sport avec lui. Exact. Ça permet d'adoucir un peu les choses, quoi, non? D'adoucir les choses. Et puis, ça permet aussi à des gens qui ne se parlent pas, parce qu'ils ont des statuts hiérarchiques tout à fait différents, de se parler. Ça lisse les inégalités sociales et salariales dans une entreprise. Je citais quand même Conquête 2025, 18 défis. Donc ça, c'est la feuille de route pour qu'on soit bien d'accord chez Point P, sur l'ensemble des points P sur le territoire ultramarin aussi, j'imagine. C'est la feuille de route. Ils ont leurs défis. Comment ça marche? Racontez-nous, comment ça fonctionne? Alors, notre programme Conquête 2025, il est né en 2016. En 2016, les 11 000 collaborateurs se sont retrouvés par grands groupes pour écrire la stratégie de Point P et les fameux 18 défis. Donc ça a été vraiment une co-élaboration, une co-création qui nous a dit dans quelle direction on voulait aller. On a fait une bonne partie du chemin, mais il nous reste encore quelques années pour transformer nos essais. Juste pour ceux qui nous regardent, parce qu'on voit à peu près à quoi ressemble un Point P, pour ceux qui ont un peu bricolé, ce qui est mon cas, globalement, les équipes, comment elles s'organisent, sur où est-ce qu'elles prennent ce temps pour faire du sport, comment vous les libérez aussi, et on parlera du sport de haut niveau qui est un autre sujet, mais comment vous leur permettez, j'allais dire, de pouvoir concrètement les mettre en place, ces défis, parce que c'est bien, il faut faire du sport, mais il faut mettre les baskets, il faut se changer, il faut se doucher, il faut manger un petit quelque chose, il ne faut pas arriver au travail et sinon on s'évanouit. Comment ça marche? Alors déjà, ça marche par la motivation. Et on a eu de la chance en lançant notre premier challenge connecté juste après le premier confinement. Juste après le premier confinement, on a eu un challenge connecté. Tout le monde avait envie de recourir, tout le monde avait envie de faire gagner son équipe. Et ça a été un succès fabuleux. On en est au 3e ou au 4e actuellement. Et le fait d'avoir cette émulation collective, et ben déjà ça fait trouver le temps. Le temps, on a des horaires, on commence très tôt dans le bâtiment. On a une pause au déjeuner et on finit relativement tôt. Vous ouvrez tôt, c'est vrai, ouais. On ouvre assez tôt, oui. Il y a des agences qui ouvrent à 6h30. Bah oui, pour tous les entrepreneurs et artisans qui viennent avant le chantier. Exactement. Donc en général, le sport, c'est pas tellement avant l'ouverture. Ça serait plutôt à la pause déjeuner ou après la clôture. Et puis on a aussi fait rentrer le sport dans l'entreprise avec nos fameux athlètes. Il y aura d'autres athlètes qui vont nous rejoindre plus tard. De haut niveau. De haut niveau. Des modèles. Que ça soit Anne-Laure Florentin, Alexis Quincan, Jordan Boisin, ce dernier est salarié de chez Point P, ou 5 footballeuses de la D1 Arkema qui nous rejoindront dans les équipes Point P quand elles souhaiteront basculer d'une carrière dans le sport vers une carrière dans l'entreprise. Et ça, forcément, de mettre l'athlète de haut niveau dans l'entreprise, eh ben, ça embarque tout le monde. Et de lui adapter son temps de travail de façon à ce qu'il puisse exercer son entraînement. Pour Jordan, il est à 37. Voilà, celui qui est salarié, bien sûr. Les autres viennent, j'imagine, en prestation, c'est-à-dire qu'ils viennent apporter quoi? Ils rentrent dans les équipes, ils peuvent... J'avais vu qu'à la SNCF, il y avait aussi des sportifs handisport qui venaient participer même parfois à des réunions, apporter leur contribution. On va jusque-là? Tout à fait, on peut aller jusque-là. Les sportifs sont là 1 à 2 fois par mois, le cas échéant, et ils participent aux activités de l'équipe. Le but étant double, à la fois de leur offrir un financement pendant la carrière, mais aussi de préparer l'après-carrière sportive. Parce que quand on est athlète de haut niveau et qu'on a la chance d'avoir un pied dans l'entreprise, on apprend des nouveaux métiers, on apprend le fonctionnement d'une entreprise, et quand on termine sa carrière, on ne débarque pas complètement. Ça va dans les deux sens. Les sportifs sont souvent perdus quand la carrière s'arrête. C'est le grand flou. Autant on disait les salariés, pour que la politique de sport en entreprise réussisse, ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin de leaders, et ces sportifs de haut niveau, ce sont des leaders fantastiques pour une team de salariés. Les sportifs de haut niveau réussissent très bien dans cet exercice-là. Pour autant, au moment où ils démarrent, ils ne sont pas du tout professionnels de cette activité. C'est une découverte aussi pour eux. Et ça leur permet de découvrir un métier qu'ils pourront peut-être aussi exercer plus tard,
chose qu'ils n'auraient pas faite sans le pacte de performance. Je vais me tourner vers le médecin parce que j'ai plein de questions à vous poser aussi sur l'état de santé d'une entreprise, parce qu'elle est évaluée sur les risques psychosociaux, sur l'état de santé, l'alcoolisme, enfin, ce sont des choses qui sont... Mais comment vous regardez là, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire vous profitez aussi de l'idée d'avoir des sportifs de haut niveau qui découvriraient l'espace Point P Saint-Gobain et qui se disent, après tout, oui, après ma carrière, il va falloir que je trouve une deuxième étape à ma vie, et c'est peut-être chez vous qu'ils vont la faire. Oui, on est convaincu que les valeurs étant si proches, un athlète de haut niveau apportera son effort, sa détermination dans notre métier et il sera le bienvenu. Docteur, quand même, les tableaux de bord, parce que vous êtes en charge de la santé au travail du groupe Saint-Gobain, donc c'est quand même une très grosse entreprise. Est-ce que vous avez déjà, puisque tout ça a démarré en 2016, déjà perçu les effets, je dirais, sur la santé des collaborateurs, c'est-à-dire le rapport à l'alcool, le rapport aux toxiques, aux stupéfiants, la bonne santé, les arrêts cardiaques. Est-ce que ça, on a des tableaux de bord? Non, très franchement, je ne vais pas le dire là, maintenant. Pourquoi? Parce que ça nécessite de gérer des données de santé à un grand niveau du groupe. Voilà. D'avoir des systèmes qui nous permettent de récolter ces données. Alors on les a pour ce qui est pour nous déjà prioritaire et incontournable, fondamental, c'est les expositions au risque pour la santé liées à nos activités. Quand on est exposé à la poussière ou exposé à des produits chimiques ou exposé à certains facteurs ergonomiques, ça on a. Par contre, manager des données, consolider des données de santé liées... Vous n'avez pas le droit. Alors, si, on a le droit, sauf qu'il faut les outils. Alors, on les a à un niveau plus restreint, de sites, d'établissements, mais à un niveau global de 170 000 salariés, on n'a pas. Vous ressentez même sur les arrêts de travail, ça ce sont des données qui sont RH, oui. Qui sont aussi des données de santé. Est-ce que vous sentez dans l'engagement des collaborateurs l'idée que ce type de dynamisme, de dynamique, les réduit ou pas? C'est difficile. C'est dur. Très difficile parce qu'il y a déjà des facteurs et des critères, déjà ne serait-ce que le télétravail, qui est un des critères fondamentaux de jeu pour l'absentéisme. Ce que vous pouvez faire en télétravail... Oui. Période très particulière, en effet. Permettre d'éviter l'arrêt de travail, par exemple. Donc ça, non, on ne peut pas le dire. On est persuadé que c'est le cas. On ne peut pas le démontrer aujourd'hui. Point P a été impacté par le Covid, puisqu'on est dans des parenthèses un peu étranges. On n'est pas dans la stratégie classique, parce que finalement, l'accueil public, les magasins, j'imagine, ont fermé. Vous avez continué à livrer ou pas aux artisans? Je vais vous répondre peut-être. Mais sur la santé au travail, étoffer ce que dit le docteur Thiocourt, on ne peut pas mesurer effectivement cela. Ce qu'on peut mesurer, par contre, c'est la fréquence des accidents. Et la fréquence des accidents, elle est vraiment en diminution très forte année après année. Accident du travail. Accident du travail, sur des standards qui sont très inférieurs à ceux du benchmark. Un autre indicateur qu'on regarde, qui est indirectement lié, c'est le bonheur au travail. Est-ce que nos collaborateurs recommandent la société dans laquelle ils travaillent? Et là, l'impact est formidable, puisqu'on voit des collaborateurs qui sont hyper engagés chez Point P, avec ce qu'on appelle le NPS collaborateur, qui progresse fortement année après année. Donc pour nous, tout ça est un tout et va dans la bonne direction. Je fais le contrepoint. Cette question, elle vous est posée aussi à la Fondation, parce que vous évoquez la participation des sportifs de haut niveau, l'intérêt d'impliquer les salariés. Je dirais que c'est un bon élève, Saint-Gobain et Point P, mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. On est loin du compte encore. On est loin du compte, mais on a un superbe événement qui s'appelle Paris 2024 et qui devrait motiver tout un tas d'entreprises à prendre exemple sur Point P, à prendre exemple aussi sur d'autres entreprises qui se sont engagées dans l'accompagnement des athlètes et qui, pour certaines, mettent d'ores et déjà en place des politiques de sport santé en entreprise. Et on peut se servir de cet événement pour engager davantage les entreprises françaises dans cette dynamique-là. Il y a une question d'acculturation qui est super importante. Allez-y, reprenez votre voix. Docteur, est-ce qu'on peut imaginer des salariés à 6h15, 6h25 déjà habillés, en train de faire des positions de tai chi, parce que la culture asiatique a apporté aussi ça. Ça absolument.
Allez-y. Oui, c'est ce qu'on appelle l'échauffement au travail. Parce que c'est un métier physique. D'abord, c'est un métier physique. Il y en a qui prennent leur poste très tôt, pas forcément chez Point P. Déjà, c'est tôt chez Point P, mais il y en a qui peuvent prendre leur poste un peu plus tôt. Et donc, on propose, oui, effectivement, ce qu'on appelle des échauffements et des étirements. C'est assez fréquent dans le groupe. Et là, par contre, sans avoir les données là en tête, je suis sûre que ça améliore nos taux de sinistralité et notre performance, notre productivité au travail. Excusez-moi de le dire comme ça un peu abruptement, mais sur l'enjeu business, le fait que vous en parliez sur ce plateau, que vous évoquiez votre implication de votre entreprise dont vous êtes le directeur général, est-ce que ça a une incidence sur cette clientèle dont on le dit, ce sont des artisans, ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui... Est-ce que vous basculez aussi vers votre clientèle en leur disant, mais vous savez, on est très impliqué ou pas? Ou est-ce que c'est pas ça l'objectif? Alors, oui. Déjà, il faut réaliser que nous sommes 11 500 collaborateurs sur 1000 sites. Donc ça fait des équipes qui sont relativement petites, puisqu'en moyenne, ça ferait 11,5 par agence. Et donc ces équipes très petites, elles ont besoin de cette polyvalence, de cet esprit d'équipe, de cette collectivité. Et la corrélation que l'on fait, nous, c'est le lien entre le bien-être du collaborateur et le bien-être du client. Un collaborateur sportif motivé sera un collaborateur qui va vraisemblablement bien mieux recevoir le client, et on voit une progression entre ce qu'on appelle le NPS collaborateur et puis le NPS client. L'acronyme NPS, c'est le niveau... NPS, c'est le Net Promoter Score. C'est ça. Ce sont le rapport entre les clients qui recommandent une enseigne par rapport à ceux qui ne la recommandent pas. Et on voit à la fois le NPS collaborateur, le NPS client monter en parallèle. Donc ça, c'est vraiment... À quel moment vous implémentez vos sportifs de haut niveau? Parce que je repose la question, je la posais tout à l'heure à Charlotte, mais moi je l'ai vu effectivement dans le cas de la SNCF où ils participent à des réunions. Comment ça se passe? Comment vous les faites rentrer, je dirais, dans la vie de l'entreprise, et à quel moment ils peuvent apporter leur valeur ajoutée? Alors, on a toujours dans le cadre du programme Conquête 2025 cette coélaboration de la stratégie que l'on fait région par région à travers des villages Conquête. Et dans ces villages Conquête, nos athlètes de haut niveau viennent faire de la démonstration. Moi, j'ai eu un petit cours de karaté avec Anne-Laure Florentin à Bordeaux lors du village Conquête. Pas mal. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils apportent aussi leur connaissance du sport, et j'imagine qu'en retour, ils peuvent apporter des choses, même dans la façon dont on se motive, dont on se prépare. Les deux mondes se rapprochent. Comment ça se passe, cette relation? Parce qu'on voit beaucoup de sportifs de haut niveau, très connus pour certains, qui font des conférences devant des centaines de collaborateurs pour leur apprendre la motivation, le respect, l'engagement. C'est très important, ça. Ce sont des modèles quand même, ces sportifs. Ce sont des modèles, mais les sportifs qui participent au pacte de performance sont davantage des ambassadeurs du sport santé en entreprise que des grands conférenciers. Je voulais vous entendre dire ça, c'est le sport santé. C'est le sport santé, parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les sportifs conférenciers, ils ont bien souvent terminé leur carrière, sont parfois des sportifs paralympiques qui ont des histoires de vie qui sont très fortes et qui permettent d'avoir un discours devant des salariés pendant 1 heure, parfois 2. La grande majorité des sportifs de haut niveau qui ont besoin d'aide en France, ils sont jeunes. Ils ont entre 18 et 25 ans. Et entre 18 et 25 ans, on a beau avoir vécu des choses très très fortes en compétition, de là à être capable de les exprimer devant un public de 100, 200, 300 salariés, ça devient très compliqué. Par contre, être en proximité avec les salariés, être capitaine d'une équipe sportive dans le cadre d'un défi comme le challenge.p, ça fonctionne très très bien. Je ne voulais pas demander, mais c'est une évidence, j'aurais dû lui demander dès le départ, c'est quoi les sports qu'on pratique? C'est le running, c'est le tir à l'arc, c'est les fléchettes, c'est, je sais pas, c'est le baby-foot? Alors quand on fait le challenge connecté, le challenge connecté qui apparaît tous les 3 mois, ça sera la marche, la course, le vélo. Ouais, j'ai vu que c'était une sorte de triathlon. Hein. Voilà. Donc marche, course, vélo. Et puis on a des petits quiz pour encourager tous à participer. C'est pas parce qu'on n'est pas un grand sportif qu'on ne devrait pas participer. Ouais, l'idée, c'est du sport santé, bien-être. Exactement. Plaisir. Et puis vous savez qu'on est sponsor du football, à la fois féminin et masculin.
Et donc à travers ce sponsoring, non seulement on va voir les joueurs et les joueuses jouer, mais on se prépare un petit tournoi interne mix de football quand les conditions sanitaires le permettront. Interne dans lequel vous faites rentrer des professionnels? Non, ils regardent, ils restent en tribune. Il faut encore qu'on écrive le schéma. Ce qui était important pour nous, c'est toujours de mailler ce qu'on fait à l'extérieur et ce qu'on fait à l'intérieur. Donc c'est dans l'ADN de l'entreprise Point P. Totalement. Enfin, on le sent, la manière dont vous vous exprimez, c'est vraiment à l'intérieur de vous, le sport est inhérent, je dirais, à la vie de l'entreprise. Juste docteur, tiens, pendant qu'on a un docteur sur le plateau, ce qui arrive rarement, le sport c'est bon, pourquoi? Qu'est-ce que ça nous évite d'avoir quand on fait du sport? Le sport, c'est intéressant pour soi, et puis pour une collectivité. C'est intéressant pour le physique, la santé physique, pour la santé mentale. Classiquement, ça prévient les risques cardiovasculaires, le diabète, le cancer. Au niveau cardiovasculaire, ça diminue la pression artérielle, ça prévient l'artériosclérose, c'est-à-dire les vaisseaux, parce que ça renforce l'élasticité des vaisseaux. Au niveau de la masse musculaire et osseuse, ça renforce la masse musculaire et osseuse, parce que tout ça, ça vit, ça fonctionne, il y a un métabolisme qui est accéléré. Évidemment, ça réduit l'anxiété, le stress, ça augmente la concentration, ça augmente la tension, ça améliore le sommeil. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, ce sport. Et puis, ça réduit la balance énergétique, quoi, hein. Ça permet de maintenir son poids. On perd du poids aussi un peu. On peut en perdre. Il faut faire attention à dire le sport fait perdre du poids. En tout cas, on le maintient. Moi, je vais vous dire une chose, dans mon passé, j'ai été médecin du travail dans une autre société, j'avais des ouvriers qui me disaient, moi pourquoi vous avez réussi à maigrir, monsieur Duchemol, on va dire? Eh bien, parce que j'ai fait le régime BLM. Ah, bon, je ne connais pas. Je connais le maillot, je connais le Montignac, je ne connais pas le régime BLM. Bouffe la moitié. Donc, bouffe la moitié. D'accord, bon. Donc, on ne maigrit que quand on équilibre notre balance énergétique. Alors, c'est vrai que le sport, ça consomme. Mais souvent, ça donne faim quand même. Bien sûr, ça creuse. Donc, il faut quand même équilibrer. On ne peut pas faire du sport sans la masse musculaire pèse plus lourd. Et puis la masse musculaire, oui, c'est sûr. Juste 2025, c'est pas pour vous challenger sur votre date, parce que 2016-2025, c'est ça le challenge. Vous en êtes où là sur les 18 défis et pourquoi 2025? Ça s'arrête en 2025, Point P arrête le sport à partir de 2025? Je vous taquine évidemment. C'est un process continu. Quand un chantier se termine, on le clôture. Il est important pour nous de regarder quels sont les nouveaux chantiers à ouvrir. Il y a 2 ans qu'on s'est réunis, on a remis une pièce dans la machine, si je puis dire, et on s'est donné un motto qui était plus rapide pour le client, plus simple pour le collaborateur. Et ça nous a donné du travail actif depuis 2 ans. Donc il y a toujours quelque chose à réinventer. Et Conquête 2025, plus qu'un objectif, c'est une manière de travailler ensemble, en collaboration. Alors vous en avez d'ailleurs fait un document remis aux journalistes dont je fais partie, Point P et le sport, la réussite sur tous les terrains, avec du running sur le tapis, de la course extérieure, votre marque évidemment, qui montre aussi votre engagement, qui est un engagement profond. Je vous repose la question, vous nous avez dit, il y a plein d'outils, les entreprises peuvent s'y mettre, mais néanmoins elles ne s'y mettent pas. Quels sont les freins ? Tant dans les PME que dans les grands groupes, qu'est-ce qui se passe? C'est pas dans notre culture occidentale? Il y a une question de culture et il y a une question de législation aussi, puisque jusque très récemment, le sport en entreprise était considéré comme un avantage en nature, soumis aux charges sociales et à l'URSSAF, exactement. Et c'est Adidas qui en avait fait les frais de mémoire en 2016. Avec un procès qui a fait jurisprudence et qui a conduit très récemment, dans le cadre de la loi sur le financement de l'assurance maladie, à exonérer de charges sociales la prise en charge par les entreprises des activités sportives collectives. Pour le dire simplement, un coach vient faire du yoga, un coach vient faire du running en emmenant les collaborateurs entre midi et 2. Avant, il y avait de l'URSSAF, plus aujourd'hui. Ce qui est dépensé par l'entreprise n'est plus assujetti aux charges. On n'est pas encore au maximum, puisque une entreprise qui met en place ou à disposition une salle de sport ou des équipements de type douche, vestiaire, parce que c'est parfois ça qui manque, notamment dans les PME, ça commence par là,
elle est totalement exonérée de charges sociales. Une entreprise qui paye un prof de yoga, un prof de crossfit ou de n'importe quoi pour venir donner des cours de sport aux salariés, elle est exonérée de charges sociales dans la limite d'un certain montant. D'accord, donc ce n'est pas une exonération totale. Ce n'est pas une exonération totale. Et lorsque l'entreprise décide de donner des coupons sport ou de favoriser le sport pour ses salariés, mais hors de l'entreprise, hors du circuit collectif, il n'y a pas encore d'exonération sociale, de charges sociales, alors qu'on pourrait imaginer que pour faire de la France une nation sportive, ça puisse être le cas. Ah oui, vous l'évoquiez, 2024, c'est demain. Exact. C'est demain, ces Jeux Olympiques. Il faut que l'ensemble des parties prenantes, dont les entreprises... vous avez des travaux en réseau avec vos collègues d'autres entreprises, peut-être pas forcément des concurrents dans d'autres secteurs. Est-ce que vous faites un peu de prosélytisme sur l'action que vous menez en disant « mais regarde, ça marche, ça fonctionne chez nous ». Je crois que le prosélytisme, il est déjà essentiellement avec nos clients, avec nos fournisseurs. Et ça s'arrête un peu là sur les échanges, puisque vous savez que nos échanges avec nos confrères sont très réglementés. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, même dans des clubs, dans des réseaux où certains s'interrogent et aimeraient basculer et se disent « j'y vais pas ». Ça doit vous surprendre que des grandes entreprises n'y aillent pas, alors que ça fonctionne. Vous avez des bons résultats. Oui, mais plus que Point P, je crois vraiment que ce sport est très associé au monde du bâtiment. Que dans le monde du bâtiment, on est peut-être plus que d'autres secteurs impliqués dans cette valeur. Vous voyez, il n'y a pas que le football et Point P, il y a le rugby, il y a tous ces autres sports qui sont très attirants. Donc je crois que mes confrères sont aussi très engagés dans cette dynamique du sport. Donc je crois que le bâtiment est très impliqué là-dedans. Très fair-play, Nicolas Godet, très fair-play, évidemment. Je précise que c'était au mois d'octobre, mais l'enseigne a décidé avec ses collaborateurs de reverser 6 868 €, je voulais le préciser, je pense que c'est la somme exacte, à un fonds de solidarité Soutiens ton club. Alors ça, c'est parce qu'on n'a pas assez couru, puisque à chaque kilomètre parcouru en plus, il y a une obole supplémentaire. Donc chaque point dans le challenge connecté est converti évidemment en euros. En euros. Mais il manquait combien, 6 800 km? Non, on avait fait 300 000 km. 300 000 km. Alors 6 868, ça fait combien de kilomètres pour conclure? Manquant? Ah non, mais c'était sur la plaisanterie. Je pense qu'à chaque fois, on est en train d'attirer de plus en plus de collaborateurs. Aujourd'hui, on a 1500 collaborateurs qui courent dans ce challenge connecté. Évidemment, plus on sera et plus on courra, plus on pourra contribuer à ces associations. Donc ça, c'était des kilomètres courus. C'est pas des kilomètres manquants, les 6800. C'est tout ce qui avait été couru et accumulé. C'est ce qu'on a, cagnoté, en fait. Cagnoté, c'est ce qui a été cagnoté. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. Vive le sport en général d'ailleurs, parce que j'aime le sport. Et puis aussi, vive le sport dans les entreprises quand elles le peuvent et quand elles peuvent aménager évidemment des espaces de repos et aussi peut-être même de détente pour les rendre plus performants, moins agressifs peut-être aussi, c'est l'occasion de moins s'engueuler. Merci Nicolas Godet, directeur général de Point P, DGA de Saint-Gobain. Distribution bâtiment, bien sûr. Et c'est 11 500 collaborateurs sur des petites unités. C'est ça, vous l'évoquiez, de 11 salariés à peu près. Merci de nous avoir rendu visite. C'est Conquête 2025 pour vous. Donc il vous reste 3 ans, enfin un peu plus de 3 ans. Geneviève Fiocourt, merci, directrice générale et santé au travail du groupe Saint-Gobain. Et puis Charlotte Ferraille, déléguée générale de la Fondation du Sport. Elle porte le sport haut et fort et elle va prophétiser au sein des entreprises, entre autres. Tout à fait. Merci d'être venu sur le plateau. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. C'est tout de suite.